Le Togo est entré dans la 5e République depuis la promulgation en mai 2024 de la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution introduit un poste de président du Conseil des ministres ayant la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement. Le poste du président de la République, quant à lui, est beaucoup plus honorifique, même s'il partage quelques prérogatives avec le président du Conseil des ministres. Avant que ces derniers ne rentrent en fonction, 3 médecins vont examiner en toute impartialité et dans le respect professionnel l'état de leur santé physique et mentale. En effet, il s'agit de Danyran Anoumou Yaouche, professeur de bactériologie et de virologie, de Baragou Soudougoua, professeur de cardiologie, et de Saka Bayaki, professeur de dermatologie. Ceux-ci ont prêté serment le mardi devant la Cour constitutionnelle. Rappelons que ce collège de 3 médecins est désigné conformément aux articles 36 et 48 de la Constitution. Leur mission est d'établir le certificat médical du président du Conseil et aux candidats à l'élection présidentielle. Depuis janvier 2024, l'assurance maladie universelle rythme désormais le quotidien sanitaire des Togolais. Selon les autorités, l'assurance maladie a pour but de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité graduellement à toutes les couches de la société. Dans le secteur privé togolais, les contributions des entreprises viennent chambouler les habitudes financières. La loi portant institution de l'assurance maladie universelle AMU fixait un taux de 10% du salaire, soit 5% à cotiser par l'employé et 5% à cotiser par l'employeur. Conséquence directe, des employés du secteur privé ont vu leur salaire décroître de 5%, représentant la part de cotisation de l'employeur. Une situation qui passe très mal auprès des employés. Pour d'autres entreprises qui veulent éviter le mécontentement des employés, elles sont obligées d'augmenter de 5% le salaire des employés pour que ceux-ci ne sentent pas la cotisation pour l'AMU sur leur salaire. La mise en place de l'AMU a porté le coût de la charge sociale supportée par les entreprises à 22,5% contre 17,5% avant l'AMU. Dans la sous-région, la charge sociale supportée par les entreprises est de 13% au Ghana, 15,4% au Bénin et 16% au Burkina Faso. Pour les entreprises togolaises, il est important de remédier à cette situation en revoyant à la baisse le taux de l'AMU afin de rétablir la compétitivité du secteur privé togolais. Le Togo a récemment reçu un don alimentaire de 2400 tonnes de riz offert par la Chine. La cérémonie de remise officielle s'est tenue au siège de l'Agence nationale togolaise pour la sécurité alimentaire ANSAT à Lomé. Cette aide alimentaire d'une valeur de 20 millions de yuans, soit environ 1,74 milliard de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide initié lors du premier forum sur la coopération sino-africaine FCSA. Elle témoigne de l'engagement de la Chine à soutenir les pays africains, notamment le Togo. La remise du don s'est concrétisée par la signature des documents officiels par le secrétaire du ministre togolais des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine au Togo. Le riz, conditionné en 48 000 sacs de 50 kg, est arrivé en 4 livraisons étalées entre janvier et avril 2025. Cette aide a pour but de renforcer la sécurité alimentaire au Togo. Pour la Chine, ce geste est un symbole du renforcement des relations sino-togolaises. Cette initiative illustre la volonté des deux pays de consolider leur coopération dans des domaines stratégiques. Le Togo s'apprête à franchir un important cap dans la protection des enfants contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire. Des travaux se sont tenus dans ce sens il y a quelques jours à Lomé, à l'initiative du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. C'est dans ce cadre qu'avec le soutien du projet PAKEB, le Togo a encore renforcé son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Pendant près de 2 semaines, plus de 25 000 jeunes ont été mobilisés dans 20 localités couvrant les 7 régions éducatives du pays. L'objectif est de briser le silence autour des violences sexuelles, en particulier celles qui visent les élèves, notamment les jeunes filles souvent confrontées au harcèlement, aux abus
ou à la stigmatisation. Parmi les outils au cœur de cette campagne figure le numéro vert 8250, un dispositif anonyme, gratuit et confidentiel, destiné à signaler toute forme de violence subie ou observée en milieu scolaire. Ce canal d'alerte vise à faciliter la dénonciation des actes répréhensibles et à renforcer la protection des victimes. Tout comme la prostitution au sein de la société, le harcèlement sexuel des enseignants sur les apprenants, aux moyens divers, est un fléau de vieille date dans le monde scolaire au Togo. Des cas sont dénoncés par les associations ou ONG de défense des droits de la jeune fille qui pilulent, mais cela ne semble pas atténuer le phénomène. Il existe pourtant un cadre juridique et une batterie d'instruments assortis de sanctions qui répriment ces violences à caractère sexuel. Les actes à caractère sexuel sont notamment l'atteinte à l'intimité, l'attouchement et le harcèlement sexuel, la pédophilie et le viol dans les institutions éducatives. Ces actes de violence à caractère sexuel sont à l'origine de plusieurs maux qui sont les traumatismes durables, la baisse de résultats scolaires et surtout des grossesses précoces et indésirées. Le cadre juridique étant aussi posé, désormais tout auteur d'actes à caractère sexuel sur un apprenant tombe sous le coup de la loi. Pour une grossesse, l'auteur encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA si l'apprenant a 16 ans. Le double de la peine lui sera infligé si la victime a moins de 16 ans. Le poste de paysage de Diraoui, situé à la sortie nord d'Atakpami, a obtenu la certification conforme aux normes de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. Cette certification, délivrée par l'Agence togolaise de métrologie, a été faite suite à une vérification technique rigoureuse réalisée. En effet, l'infrastructure a été évaluée selon des standards internationaux, garantissant aussi la fiabilité des contrôles effectués sur les véhicules en circulation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du règlement communautaire de l'UEMOA qui vise à harmoniser les pratiques de pesage au sein des pays membres de l'Union. Pour maintenir la conformité et la rigueur du dispositif, il est prévu un contrôle métrologique tous les 6 mois. À cela s'ajoute un suivi technique trimestriel assuré par la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Ces initiatives ont pour objectif de protéger les infrastructures nationales contre les effets négatifs de la surcharge routière, reconnue comme l'un des principaux facteurs de dégradation prématurée des routes. Par ailleurs, la certification de ce poste de paysage s'accompagne d'une sensibilisation sur les bénéfices d'un chargement conforme des camions comme moins de consommation de carburant, réduction de la pollution et diminution des dommages causés aux routes. Ainsi, la régulation du trafic au poste de Diraoui devient un enjeu crucial pour la sécurité routière et la préservation des infrastructures, notamment sur les corridors commerciaux stratégiques reliant le sud et le nord du Togo. Notons que ces dernières années, le Togo a pris des mesures significatives pour lutter contre la surcharge routière afin de garantir la durabilité de son réseau routier essentiel au développement économique du pays. Au Ghana, la suspension de la présidente de la Cour suprême passe mal. Des députés de l'opposition accusent le président John Dramani Mahama de tenter de manipuler le pouvoir judiciaire. Il lui est reproché sa volonté de nommer un juge proche du Congrès national démocratique au pouvoir à la tête de l'institution. L'opposition dénonce un coup d'État judiciaire flagrant. Pour les partisans du pouvoir, en revanche, la décision s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice. La présidente sortante de l'institution, Gertrude Torcorno, en poste depuis 2023, est accusée de faute professionnelle. Elle est suspendue le temps de l'enquête. Elle sera dirigée par un comité de 5 membres, composé de professionnels du droit et de l'enseignement, ainsi que d'anciens fonctionnaires.
C'est finalement le 7 mai que la justice rendra son verdict dans le procès de 4 personnes accusées de trafic illégal de fourmis au Kenya. Mercredi, un tribunal de Nairobi a pris cette décision afin d'examiner le rapport du Kenya Wildlife Service. Le document permettra d'évaluer l'impact du trafic. 2 Belges de 19 ans ont été arrêtés le 5 avril en possession de 5000 fourmis dans le comté de Nkaru, alors qu'un Kenyan et un Vietnamien sont également poursuivis pour le même motif. Dans cette affaire, le ministère public a fait un pas supplémentaire en préparant une déclaration d'impact sur la victime, dont je vais vous donner lecture. Trafic illégal de fourmis du Kenya vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Cela explique dans ce cas précis pourquoi ce trafic de fourmis. Par conséquent, je ne prononcerai pas la sentence aujourd'hui. Le verdict sera rendu le 7 mai à 9h30. Pour ceux d'entre vous qui viennent de systèmes juridiques différents, veuillez comprendre que c'est ainsi que fonctionne le nôtre. Les 2 Belges avaient emballé les insectes dans plus de 2000 tubes à essai garnis de coton pour assurer leur survie pendant plusieurs mois. Le Kenya Wildlife Service, l'exportation illégale des fourmis porte atteinte aux droits souverains du Kenya sur sa biodiversité et prive les communautés locales ainsi que les institutions de recherche des retombées écologiques et économiques potentielles. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Bader Abdelati a exhorté la communauté internationale à accentuer la pression sur Israël afin qu'il se retire du Sud-Liban. Il a également insisté sur la nécessité urgente de mettre fin au combat à Gaza, où l'offensive aérienne et terrestre israélienne a causé la mort de plus de 51 000 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants. J'ai souligné nos efforts constants, sincères et ininterrompus menés en coopération avec le Qatar et en coordination avec les États-Unis pour établir le cessez-le-feu signé le 19 janvier. Nous travaillons sans relâche à mettre fin à l'effusion de sang du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent. Le Hamas a affirmé qu'il ne libérerait les otages restants qu'en échange des prisonniers palestiniens, d'un retrait total des forces israéliennes et de l'instauration d'un cessez-le-feu durable. 84% des récifs coralliens du monde sont désormais touchés par un blanchiment lié au réchauffement des océans. Selon l'initiative internationale pour les récifs coralliens, il s'agit du phénomène le plus grave jamais enregistré. Nous venons d'atteindre 1,5 degré Celsius dans l'océan et les conséquences sont visibles dans cet épisode de blanchiment 2023-2024. C'est du jamais vu. Si c'est ce que provoque un réchauffement d'1,5 degré, imaginez plus. À ce rythme, on dépassera les 2 degrés et c'est très inquiétant. Les gens doivent vraiment comprendre que leur inaction a des répercussions très graves. Notre passivité signe l'arrêt de mort des récifs coralliens. Cette hausse continue des températures provoque l'expulsion des algues symbiotiques qui nourrissent les coraux et leur donnent leur couleur. Affaiblis, blanchis, les récifs deviennent vulnérables aux maladies et à la mort. Ce que nous vivons aujourd'hui change totalement l'apparence de notre planète et menace la capacité de nos océans à maintenir la vie et les moyens de subsistance. Face à cette crise planétaire, les scientifiques insistent, réduire les émissions de gaz à effet de serre est la seule voie pour protéger durablement ces récifs à l'agonie, véritables poumons de la vie marine. Le Fonds monétaire international annonce un ralentissement de la croissance mondiale avec une prévision de 2,8% pour 2025 et 3% pour 2026. Une baisse de 0,5% par rapport aux estimations de janvier, conséquence des récentes spéculations sur les tarifs douaniers du monde, selon l'économiste en chef de l'institution. L'incertitude concernant les droits de douane et les relations commerciales pourrait amplifier certaines de ces frictions. Vous ne savez pas si vos fournisseurs seront là, vous ne savez pas si vos clients seront là. La chaîne d'approvisionnement pourrait être réorientée. Cela ajoute une nouvelle couche d'incertitude
à une situation déjà très complexe. Selon le FMI, l'inflation devrait par ailleurs ralentir compte tenu de l'impact des surtaxes pour atteindre 4,3% en 2025 et 3,6% en 2026, avec une hausse notable pour les États-Unis et d'autres économies avancées. L'Italie renforce sa sécurité alors que des centaines de délégations sont attendues au Vatican pour les funérailles du pape François prévues ce samedi. La police patrouille autour du Vatican, des drones surveillent le ciel, les stations de métro et les berges du Tibre sont sous haute surveillance. Certes, l'organisation de la sécurité a été longue et une situation d'afflux important de personnes était prévisible. Mais il s'agit d'une situation différente que personne n'espérait. Mais Rome a déjà géré de telles situations dans le passé, que ce soit pour les funérailles des papes ou pour les élections. Le pape François, âgé de 88 ans, est décédé lundi des suites d'une attaque cérébrale. Le monde se souvient de son humilité, de sa proximité avec les plus démunis et de ses appels constants à la paix. Je crois que la machine de sécurité est prête, mais l'expérience nous dit que jusqu'au dernier jour, nous devons être flexibles. Prêts à changer les services, prêts à remodeler et surtout à transmettre un sentiment de sérénité aux personnes qui seront ici. Persone che sono qui un senso di serenità perché loro devono solo pensare a avere serenità e tranquillità. De nombreuses personnalités religieuses et politiques sont attendues pour la cérémonie, témoignant de l'influence du pape François au sein de l'Église catholique. La couverture médiatique sera mondiale pour cet événement historique.